Chapitre 1. Économie. Conjuguer engagement et contraintes économiques n'est pas chose facile. Nous avons rencontré des professionnels de l'édition pour qu'ils ou elles nous racontent les choix qui s'imposent à eux ou à elles quotidiennement. Comment associer prise de position et rentabilité? Voici le sommaire de ce chapitre. Les chiffres de l'édition. Interview, rencontre avec Marie Joly des éditions La Découverte. Interview, rencontre avec Jean Morisot, les 6 mots de la fabrique. Interview, rencontre avec Serge Evenzik, des éditions Ça et Là. Interview, rencontre avec Benjamin Roux, des éditions du Commun. La Tribune, un animal malin, la censure. Les chiffres. Le marché du livre en France, aujourd'hui. 354 millions d'exemplaires vendus. 3,94 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Un livre vendu sur 4 est un livre d'édition jeunesse. Le livre physique neuf représente 96% du marché en valeur. Le livre numérique, c'est 14 millions d'exemplaires vendus. 116 €, c'est le budget annuel moyen par acheteur ou acheteuse. La plus grosse hausse de chiffre d'affaires est celle de la bande dessinée et du parascolaire, avec respectivement plus 2%. En un an, un Français ou une Française sur 2 achète un livre imprimé. L'édition en phase avec l'actualité. Les mouvements sociaux ne sont pas sans impact sur le marché du livre. Le secteur a vu son chiffre d'affaires baisser de 7% sur les 3 premières semaines de mobilisation des Gilets jaunes à partir de novembre 2018. 1,1 million de livres ont été vendus autour des questions de l'égalité homme-femme et autour de la critique du système politique et économique actuel. 600 000 exemplaires autour de thèmes féministes, avec parmi eux Sorcière de Mona Chollet, On ne n'est pas soumise, on le devient de Manon Garcia, Culottée de Pénélope Bagieux. 547 000 exemplaires autour de la critique du système politique et économique actuel, avec des ouvrages comme Crépuscule de Juan Branco, La société ingouvernable de Grégoire Chamaillou, 21 leçons pour le XXIe siècle de Yuval Noah Harari. La conscience écologique a fait vendre 500 000 exemplaires avec, par exemple, Drawdown, comment inverser le cours du réchauffement planétaire de Paul Hawken, ou encore le petit manuel de résistance contemporaine de Cyril Dion. Rencontre avec La Découverte. Par un mardi soir pluvieux, nous sommes allés à la rencontre de Marie Joly, éditrice à La Découverte Zone. Sur un plan économique, comment se porte le secteur de l'édition de sciences humaines? Cette année 2019, c'est un peu la même chose que l'an dernier, mais c'est mieux qu'en 2017, qui était une année électorale. Les années électorales sont toujours des années difficiles pour l'édition. Il y a beaucoup de titres qui sortent sur le marché, et globalement moins qui se vendent, parce que les gens sont visiblement moins mobilisés. On ne s'en est pas si mal sorti, je crois. Mais en général, depuis les années 1980, l'édition en sciences humaines, ça ne va quand même pas bien, il ne faut pas se leurrer. Il y a un peu d'arbres qui cachent la forêt, des livres qui marchent très bien, et parfois des grosses surprises. Chez nous, celui qui marche le mieux depuis 20 ans, c'est Les mots sont des fenêtres, de l'américain Marshall Rosenberg. Une sorte de livre de développement personnel sur la communication non violente. Un ovni à la découverte. Il se vend à des dizaines de milliers d'exemplaires chaque année, sans avoir besoin de faire quoi que ce soit dessus. C'est une manne financière pour nous. D'autres titres continuent à se vendre plus modestement. Le fond est très important en sciences humaines. Aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé pour les sciences humaines par rapport aux années 70, où il y a eu un boom à la fois de la production et du lectorat. Mais il y a quand même des chances qui fonctionnent assez bien. Le succès de Sorcière en fait partie. Ce n'est pas non plus ce que La Découverte fait tout le temps. On travaille plus avec des universitaires, des chercheurs. Ces livres ont un moindre succès car ils sont destinés à un public plus motivé. Il ne faut pas s'attendre à des exploits. La Découverte est-elle une maison d'édition engagée? Oui, c'est une maison d'édition engagée. On publie des auteurs, des autrices qui ont des opinions politiques assez marquées, même si la ligne ne se veut pas à l'ultra-gauche et se veut pluraliste. Il y a des maisons plus à gauche que nous et qui ont un point de vue plus resserré. Pour nous, l'idée, c'est d'être ouvert à un certain nombre d'opinions différentes et de pouvoir les faire dialoguer.
On n'est pas un parti politique non plus. Considérez-vous que l'appartenance à un groupe peut entraver la démarche éditoriale? Jusqu'à récemment, j'aurais dit que cela ne posait pas de problème. Pour notre actionnaire, le credo, c'était vous faites ce que vous voulez tant que vous ne perdez pas d'argent. On représente 1% du chiffre d'affaires d'Editis. Autant dire qu'on n'est pas grand-chose. La découverte est sans doute sa vitrine intello. Cela dit, personne ne m'a jamais appelé pour nous dire « arrêtez tout, pilonnez ». C'est aussi, peut-être, car on anticipe le coup de fil. On s'autocensure. Mais bon, on ne s'interdit pas grand-chose non plus. N'importe quel livre, si on y tient, à fond, on le fera. Comment une maison d'édition réagit-elle face au succès? Car comme disait François Gèze, vous n'êtes jamais à l'abri d'un best-seller. François Gèze ne rigolait pas en disant ça. Quand un livre est très demandé d'un coup, ça demande d'avoir une machine industrielle derrière, de la trésorerie pour l'impression, la distribution. Pour une toute petite maison, ça demande beaucoup de moyens d'un coup alors qu'on ne les a pas forcément. Et ça peut couler une boîte, ce qui est vraiment dommage. Je pense par exemple à Indigène, une toute petite maison d'édition qui a publié en 2010 Les Indignez-vous de Stéphane Hessel. Elle a failli être dépassée par le succès du livre, mais elle a su faire face heureusement. C'est vraiment une question de trésorerie. Et il n'y a rien pour pallier à cette situation? Par exemple, des banques qui peuvent faire confiance? Si, mais le problème c'est que les banques ne prêtent pas comme ça. Quand il y a un succès, il faut réimprimer tout de suite. Les fournisseurs ne demandent pas non plus de l'argent le jour même, mais il y a une politique de paiement à 60 ou 90 jours. Le délai est court. Pour une toute petite structure, pour les petites maisons indépendantes, c'est difficile. Celles qui sont rattachées à de plus grands groupes ne sont pas en danger. Il y a toujours moyen de s'arranger. Nous, si on a un problème, il y a Editis derrière. Vous vous attendiez au succès de Sorcière? On s'attendait à 10 000 exemplaires, ce qui est déjà très bien pour nous. À la découverte, quand on dépasse les 5 000 exemplaires, on est vraiment super content et contente. En décembre 2019, on est à environ 170 000 exemplaires. Mona Chollet est une journaliste qui sait écrire, de façon lisible et agréable par rapport à certains et certaines auteurs-autrices, qui écrivent bien, mais sur des sujets beaucoup plus ardus. En dehors du talent de l'auteur, l'ouvrage est tombé au bon moment. Sa sortie correspond à une période qui cristallise un certain nombre d'interrogations sur des sujets féministes. Le premier tirage de Sorcière était-il de 5 000 exemplaires? Le premier tirage était de 4 500 exemplaires. Aujourd'hui, l'avantage des nouvelles techniques d'impression numérique, c'est qu'on peut faire plus de petits tirages qu'avant. On peut réimprimer très vite et à moindre coût. Et pour Sorcière, on ne s'est jamais lancé dans de grandes réimpressions. 30 000 exemplaires par exemple. On a toujours fait du 5 000. On passe notre vie à réimprimer parce qu'on a peur de faire le tirage de trop. Est-ce difficile de garder un auteur ou une autrice qui a eu autant de succès? Reste-t-il et reste-t-elle fidèle à la maison? Ça dépend des auteurs et des autrices. Ça dépend beaucoup de leur âge aussi. Sorcière était le 4e livre qu'elle publiait chez nous. On sait qu'elle a été sollicitée ailleurs, mais c'est normal, c'est le jeu. C'est souvent arrivé qu'un auteur ou une autrice qui a écrit son premier livre, s'il a un peu de succès, se fasse débaucher par un plus grand éditeur. Ce n'est pas évident de les retenir, surtout à cause de questions financières, d'avaloir que l'on ne peut pas forcément concurrencer parce qu'on n'a pas la taille pour. C'est le rôle des plus petits éditeurs de découvrir des talents et d'accepter que les auteurs et les autrices partent ailleurs. Avec le succès de Sorcière, ces autres livres publiés chez vous en ont-ils profité? Oui, les précédents livres se sont bien revendus. C'est marrant d'ailleurs. En regardant les meilleures ventes de l'année 2019, les 2 pages précédentes faisaient partie des 10 meilleures ventes, ce qui est énorme pour la maison. Quand on a une ou un auteur ou autrice à succès, on lit tout. Les 6 mots de La Fabrique. La Fabrique est une maison d'édition indépendante créée en 1998 par Éric Azan. Elle s'est fait connaître en publiant des textes critiques et engagés. Aujourd'hui, elle publie Frédéric Lordon, Jacques Rancière ou encore Alain Badiou. De la rencontre avec Jean Morisot, l'un de ces 2 éditeurs, nous avons tiré 6 mots. Premier mot, travail. La Fabrique est une maison qui a beaucoup tourné le matin. Ce rythme est celui auquel bat la maison. Les stagiaires viennent uniquement le matin car, à moitié de salaire, moitié d'horaire. Les contrats de Jean et Stella, les 2 éditeurs et éditrices de la maison, indiquent 32 heures. Mais bon, c'est sur le papier. Parfois on les fait, parfois on ne les fait pas. On travaille aussi chez nous sans être trop regardant. Il faut faire gaffe à ça pour se limiter. Et là, je ne pense pas à nous, mais à de plus petits qui n'ont pas le choix. C'est une des limites de l'édition indépendante. Les gens s'épuisent et se payent mal, donc risquent de craquer tout bonnement et de tout arrêter. Il ne faut pas s'auto-exploiter. Deuxième mot, cohérence. C'est sans doute le mot qui définit le mieux la maison. Je pense que chacun et chacune essaie de se conformer le plus possible à l'image de sa maison et de ce qu'elle publie. On ne peut pas publier quelque chose et faire exactement le contraire. Évidemment, La Fabrique est une entreprise. Il n'y a pas de marge, pas d'extraction de valeur, mais il faut tout de même être rentable. Il faut donc jouer avec les possibilités financières de la maison.
Et pour la Fabrique, être indépendant, c'est préserver les conditions de l'indépendance, rémunérer les intervenants et intervenantes extérieurs à un tarif raisonnable, préserver les métiers du livre en faisant appel à un ou une correcteur-correctrice ou à un ou une traducteur-traductrice, rester fidèle à son imprimerie. Troisième mot, actualité sociale. Les années 1994-1995 marquent un essor de l'édition indépendante grâce au renouveau de la contestation sociale après le calme des années 1980, ainsi qu'à la place laissée vacante par la concentration des maisons dans de grands groupes pendant les années 1990, laissant des auteurs-autrices critiques sans éditeurs et éditrices. Mais ce parallèle entre actualité sociale et édition indépendante peut-il s'appliquer aujourd'hui ? Pour Jean Morisot, les mouvements sociaux, on l'a vu avec les Gilets jaunes, amènent des sujets politiques sur la table et donc des lecteurs et lectrices. Mais une période de désillusion sociale peut aussi rendre le public moribond et le détourner de la politique. Plus étonnant, les années d'élection ne sont pas de bonnes années pour les sciences humaines. Aujourd'hui, sans conteste, certains sujets sont porteurs. Le féminisme, l'écologie et l'effondrement, les gilets jaunes, comme l'a montré le succès de Juan Branco. C'est pour ça que l'actualité sociale, ça peut marcher sur un titre car il résonne vraiment. Mais de manière générale, il faut de l'offre. Les statistiques de la maison d'édition La Fabrique. C'est 12 livres publiés par an. Un livre est rentable à partir de 1300 exemplaires. L'idéal pour pouvoir se payer, vendre 3000 exemplaires en 2 ans. Entre 600 et 700 exemplaires vendus par an, c'est l'idéal pour les livres du fond. Combien coûte un ouvrage de 200 à 300 pages ? 5 500 € au total. 3 500 € d'imprimeur, 500 € de correction, 500 € de maquette, 1000 € de réécriture, iconographie et tout ce qui peut s'ajouter. Quatrième mot, traduction. Malgré le coût élevé qu'elle représente, les traductions forment environ un tiers des publications. Une traduction double le prix d'un livre et peut atteindre les 10 000 €. Des aides existent, mais elles ne couvrent que 30% à 40% des frais engagés. Mais ces subventions ne sont pas toujours obtenues. C'est plus dur de rentabiliser un livre traduit. Il ne faut pas se planter. C'est encore plus compliqué pour une petite maison d'édition indépendante. Si La Fabrique travaille souvent avec le même traducteur, certaines petites maisons ont recours à des traductions militantes, faites par un ou une copain ou copine, et ça, on s'y refuse. C'est mauvais, car à la fois ça détruit le métier de traducteur et traductrice, et ça fait de mauvaises traductions. Clairement, les gens qui ne sont pas traducteurs traduisent moins bien, même avec toute la bonne volonté. Donc la traduction, ça reste compliqué pour des raisons économiques. Cinquième mot, indépendance financière. Conserver une indépendance financière afin de garantir une liberté totale sur leur publication est essentiel pour La Fabrique. Mais cette indépendance peut être synonyme de difficultés économiques. La réalité économique limite parfois les choix éditoriaux et peut même condamner les petites maisons indépendantes à être achetées par des plus grandes. Un rachat peut entraîner une perte de décision et une perte de liberté éditoriale complète au nom de la rentabilité. L'indépendance financière est aussi synonyme d'indépendance vis-à-vis des banques. Elle est primordiale pour la maison. C'est aussi une chance qu'a eue cette boîte de ne pas avoir de dette auprès de la banque. Quand vous rentrez dans ce genre d'économie-là, il y a un moment où l'on vous dira « Vous, on ne vous prête plus ». Si vous avez construit votre économie de cette façon, vous êtes coincé. Sixième mot, les limites de l'engagement. Se conformer le plus possible à l'image de sa maison n'est pas si facile. La Fabrique est avant tout une entreprise qui a ses exigences comptables et un objectif lucratif. Il faut donc choisir certains engagements. L'impression en France en fait partie, ou encore une juste rémunération des collaborateurs et collaboratrices. L'engagement a aussi ses avantages. Imprimer à l'étranger, dit Jean Morisot, c'est prendre le risque d'arriver en retard chez les distributeurs et donc de ne pas sortir à l'office prévu. Et nous, on ne veut pas ça. En revanche, c'est vrai, on n'est pas très écolo. On ne s'est jamais posé la question du papier, etc. Il y en a d'autres, c'est plus leur truc, et ils le font. Rencontre avec Ça et Là. La maison d'édition Ça et Là, créée en 2005, propose aux lecteurs et aux lectrices des bandes dessinées d'origine étrangère dans un souci de qualité et de diversité. Serge Evenzik, fondateur et éditeur de Ça et Là, nous raconte quelles sont les réalités économiques auxquelles sa petite structure doit faire face quotidiennement. Tous les ans, depuis 7 ans, vous publiez sur le site web de votre société vos chiffres de vente. Pourriez-vous nous expliquer cette démarche ? Pourquoi tant de transparence ? Essentiellement, c'est parce que je me suis rendu compte en tournant dans les librairies et en discutant avec des journalistes et des bibliothécaires que ces dernières n'arrivaient pas à croire que l'on fasse des ventes aussi peu élevées. J'ai donc remarqué que même dans notre secteur, les professionnels avaient une vision faussée de ce qu'est la réalité des ventes. Les seuls chiffres officiels communiqués par les éditeurs et éditrices et dont la presse parle sont ceux des best-sellers, quel que soit le domaine éditorial. Ces chiffres ne représentent pas la réalité du marché, ce sont des épiphénomènes. Ils sont complètement au-delà de la moyenne et de la médiane des ventes.
Il y a une réelle méconnaissance par les professionnels et encore plus par le grand public. Je me suis dit que c'était intéressant de donner des informations, d'être transparent sur ce point de vue. Donner des informations sur la réalité des ventes permet d'expliquer comment marche le système des commandes, de retour, des ventes, et aussi pour montrer la réalité des chiffres pour un petit éditeur indépendant en bande dessinée, sachant que cela représente largement de nombreuses structures, même parmi les gros éditeurs. Pour eux, ils ont des best-sellers qui permettent de mieux éponger la pluralité des titres qui ne sont pas très rentables, c'est leur modèle économique. Cela permet aussi d'apprendre aux gens la différence entre la moyenne et la médiane des ventes. En général, la moyenne est tirée vers le haut par les best-sellers, de l'ordre de 3000 exemplaires pour la bande dessinée, alors que la médiane se situerait plutôt aux alentours de 1000 exemplaires. Cette information est fondamentale et devrait être intégrée par les maisons d'édition et par le public pour mieux appréhender la réalité des chiffres. J'aurais bien aimé que cette démarche inspire d'autres éditeurs. Malheureusement, cela n'a pas été le cas. En moyenne, à combien d'exemplaires imprimez-vous une nouveauté? Pour vous, qu'est-ce qu'une bonne vente? C'est difficile à dire. Le plus bas, ce serait aux alentours de 1300 exemplaires. Parce que vu les techniques de fabrication, cela ferait des coûts trop importants à l'unité. Notre plus gros tirage, c'est la parution de septembre, à 10 000 exemplaires. Mais c'est une première. Ce livre est destiné à permettre à une trentaine d'autres d'exister. Au départ, j'avais en tête que 2000 exemplaires représentaient une bonne vente. Maintenant, je répondrai plutôt 1000 exemplaires. Je pense que nos points morts sont autour de 1200 exemplaires. Parce qu'on a divers coûts à prendre en compte, droit de la publication en français, traduction, lettrage, ce qui n'est pas le cas quand on fait de la création française avec un ou une auteur-autrice français-française. L'année 2018 a été particulièrement difficile pour vous. Comment avez-vous fait après? Alors, il y a eu une conjonction des éléments. D'une part, nous avons fait une opération importante de vente sur notre site qui s'appelait Parasolde. Un ouvrage acheté donnait droit à un livre offert parmi une vingtaine. Nous avons fait les choses dans les formes par rapport aux libraires, afin qu'il ou elle ne soit pas lésé. C'était une opération de vente directe relayée par la presse, ce qui nous a permis de faire pas mal de ventes. De mémoire, près de 13 000 €, ce qui est beaucoup. Des libraires nous ont soutenus, notamment des libraires spécialisés, qui ont mis en avant notre catalogue pendant 2 ou 3 mois. Le dernier élément, et c'est surtout ça qui nous a permis de passer le cap, c'est un important dossier de subvention au niveau de l'Union européenne. C'était la première fois que je faisais ça, car c'est un dossier très long à compléter, mais qui représente de gros montants, parce que cela porte sur des programmes pluriannuels. En l'occurrence, c'était pour 7 ou 8 titres, et le niveau de subvention accordé est largement supérieur à ce qui se fait grâce au Centre national du livre. Au début de l'année suivante, nous avons fait une opération de financement participatif, une édition spéciale de 1000 exemplaires de Mon ami Damer, avec un DVD de l'adaptation cinématographique. Nous avons acheté les droits exclusifs de l'édition du DVD en France à cette occasion. Vous participez souvent à des événements et des salons. Est-ce que cela aide vraiment la maison d'édition ? Oui, durant ces événements, nous vendons beaucoup. Nous avons développé l'activité en salon car c'est une réponse à la faible présence de notre fonds en librairie. Nous faisons tout nous-mêmes, l'acheminement, l'installation, les ventes. Les salons et autres événements, cela permet de montrer le fonds et de le vendre, tant aux professionnels qu'au public. La visibilité donnée par ce genre de rassemblement est également à prendre en compte. L'année dernière, nous avons fait plus d'une dizaine de salons et les ventes ont représenté environ 15% de ce qu'on l'on fait annuellement. C'est très significatif. Après, il y a plein de configurations différentes. Angoulême est un salon relativement cher, mais qui reste tout à fait accessible pour un stand aussi important que le nôtre. Cela nous coûtera aux alentours de 1 000 €, mais on y rencontre beaucoup de monde et on vend bien. Cependant, nous ne faisons pas vraiment de bénéfices, car il y a de nombreux frais. Nous faisons venir des auteurs, autrices depuis l'étranger, sans compter les déplacements, l'hébergement, la restauration. Mais ce salon est tellement important que c'est une occasion à ne pas manquer. C'est principalement pour faire de la communication et travailler les relations entre professionnels, montrer que nous existons, mais aussi pour que les lecteurs et lectrices rencontrent les auteurs et autrices. En revanche, il existe de nombreux autres festivals où les frais sont bien plus abordables et qui nous permettent de sortir des bénéfices. Nous écoulons le fonds et cela nous permet aussi de gagner nettement plus, sachant que les libraires prennent en général 40% du prix du livre et le diffuseur 15%. Là, on conserve 100% de la vente. Rencontre avec Benjamin Roux des Éditions du Commun. Les Éditions du Commun sont une maison d'édition indépendante située à Rennes. Elle a été créée par Benjamin Roux en 2015 avec l'aide de l'association CARFAD. Elle publie des ouvrages gravitant autour des questions sociales et politiques. Comment en êtes-vous venu à créer votre propre maison d'édition ? Aviez-vous déjà une expérience dans le monde éditorial avant ? J'ai créé les Éditions du Commun il y a 5 ans. J'ai fait plusieurs formations techniques après le bac et j'ai souvent travaillé dans des milieux associatifs, populaires et coopératifs. J'ai ensuite eu l'envie de transmettre et partager toutes ces expériences alternatives. C'est ce qui m'a conduit à créer les Éditions du Commun sans aucune formation éditoriale ni connaissance de ce milieu. Pourquoi le commun ? Le choix du nom a pour but de revenir à cette question du commun au singulier. On s'appuie sur notre premier livre et le travail de Pascal Nicolas Lestrade, Le travail du commun. C'est vraiment sans acceptation large.
tout ce qui relie les êtres humains entre eux, c'est-à-dire les questions sociales, environnementales, politiques. On aborde toutes ces questions aussi bien dans le fond que dans la forme de nos ouvrages. Le commun, pour nous, c'est aussi limiter au maximum les enclosures autour du savoir avec la question des licences libres. Pensez-vous que l'engagement éditorial passe nécessairement par l'indépendance financière ? Je ne vois pas comment être indépendant si on appartient à un grand groupe. Je ne critique personne en tant que tel. Il y a certaines maisons qui se font passer pour indépendantes, qui jouent sur une certaine ambiguïté, mais qui, en réalité, sont sous la coupe d'un grand groupe et qui ont donc d'importants moyens, contrairement au commun. Il existe deux mondes bien distincts dans le secteur éditorial. Paris et le reste. Il y a une forte scission entre l'édition parisienne et les autres maisons d'édition françaises. Heureusement, notre attachée de presse est parisienne. Cela nous sauve un peu, car sans elle, nous serions totalement coupés de l'édition parisienne. Il est donc important de désenclaver le savoir grâce aux livres pour vous. On essaie de donner le prix le plus raisonnable possible à nos livres. En parallèle, on le met en téléchargement gratuit. On croit en des textes et on veut qu'ils aient la plus grande audience possible. On essaie donc de diminuer les barrières qu'il y a entre le savoir et les personnes. On trouve ça vraiment important. Laisser le livre en téléchargement gratuit, c'était un parti pris politique, mais c'est aussi devenu une très belle vitrine pour la maison d'édition. Comment expliquez-vous la réussite des éditions du commun qui ont aujourd'hui 5 ans ? Je suis le premier impressionné par cette réussite. Ne pas venir du milieu de l'édition, ça m'a aidé à avoir un autre regard sur cette activité, à appréhender autrement le secteur et donc à inventer un modèle économique différent qui ne dépend pas seulement des ventes en librairie. Par exemple, on a créé un abonnement, la lecteur-lectrice s'abonne et reçoit les livres dans sa boîte chaque mois. C'est une formule très utile, car on sait à l'avance le nombre de livres qui va être vendu et on s'assure un revenu fixe. Ça permet aussi une meilleure marge qu'avec un intermédiaire, comme un diffuseur ou distributeur. En 2019, ça nous a permis de générer 12 000 € de ventes directes. L'abonnement est complémentaire avec la vente en librairie et avec les ventes sur salon, site internet, etc. Notre économie repose donc sur la vente de livres, 50% du chiffre d'affaires en 2019, sur les aides et les subventions qui couvrent environ 30% des charges d'un livre, et enfin sur nos prestations, avec l'accompagnement éditorial sur des projets d'auto-édition, ainsi que des projets dans notre quartier sur les pratiques de lecture. Arrivez-vous à vivre de votre activité ? Oui, on avait un deuxième employé en CDI qui arrive à temps plein d'ici avril. L'année dernière, on a rémunéré à hauteur de 15 000 € des travailleurs indépendants, graphistes, maquettistes, traducteurs. Dans mon cas, je suis salarié depuis 2 ans, mais cela a été difficile. Sur les 5 années, j'ai été en contrat à aider les 2 premières. Lors de la 3e année, on a créé l'association du commun. J'ai donc été au chômage pendant 1 année. C'est seulement 4 ans après la création que j'ai été salarié avec un salaire correct. Étant aussi une association, il y a également 5 bénévoles qui travaillent avec nous. Ils font de l'accompagnement d'auteurs-autrices, des relectures, etc. Quels sont vos différents moyens de financement ? On a des aides de la part de la région Rennes Métropole. On se concentre dessus pour le moment. On a demandé une aide du CNL il y a 1 an et demi, mais ça n'a pas abouti. On pense faire une nouvelle demande très prochainement. Ça demande beaucoup de temps. Depuis 8 mois, je me sens plus gestionnaire et rédacteur du dossier de subvention qu'éditeur. Ça ne me gêne pas, car c'est au service d'un projet qui me plaît et auquel je tiens. Pourriez-vous nous parler de votre librairie collaborative ? Oui, on la lance avec 2 autres associations. C'est une CIC, une société coopérative d'intérêt collectif. L'idée, c'est que les habitants du quartier soient coopérateurs, coopératrices de la librairie. Qu'ils ou elles disent ce qu'ils ou elles veulent y voir, y faire, etc. Vous faites aussi des podcasts qui décrivent le processus éditorial et allez jusqu'à indiquer sur votre site les polices que vous utilisez. Pourquoi une telle transparence ? Le but de nos podcasts, de notre librairie ainsi que de la maison en général est de propager des messages, des savoirs et aussi d'encourager d'autres personnes à se lancer. Nos podcasts sont d'ailleurs disponibles sur le site de la maison d'édition. La tribune de Charles Gagné. Un animal malin, la censure. Petite remarque sur le cousin haï de l'édition. La passion des éditeurs et des éditrices que nous avons rencontrés a fait naître en nous une envie. Publier à notre tour un texte, la parole d'un jeune chercheur en histoire sur l'entrecroisement des problématiques éthiques et économiques dans le domaine de l'édition, toutes deux se rencontrant dans la question de la censure. L'engagement ne va pas sans censure. Celle-ci peut le faire taire ou le corrompre. Si aujourd'hui, elle n'est plus pratiquée officiellement dans bon nombre de pays, les phénomènes de censure n'ont pas pour autant disparu. Récemment, Hachette a renoncé à publier les mémoires de Woody Allen du fait des accusations de viol pesant sur ce dernier. L'ouvrage aurait sans doute connu un fort succès commercial. Face à des exigences morales et idéologiques, les contraintes économiques s'inclinent quelquefois. En dehors du suffrage censitaire et de la torture, rares sont les pratiques d'État à avoir suscité, et à susciter encore, autant de rejet parmi les peuples et les époques que la censure. À l'exception de quelques réactionnaires particulièrement cyniques, on ne la soutient ni ne l'applaudit jamais vraiment. Elle est dénoncée chez les autres, jamais reconnue chez soi. Comme une maladie honteuse. Elle se dissimule en général sous des appellations généreuses comme, entre guillemets, défense des mœurs, ou, entre guillemets,
protection des mineurs. L'URSS, par le biais de ses idéologues les plus acharnés, au sommet desquels Jdanov, ne « censurait pas des artistes comme Pasternak ou Babel », elle « protégeait la population soviétique d'œuvres « bourgeoises » dont elle aurait pu souffrir dans sa conscience communiste, comme on défend à un enfant de boire de l'alcool et de fumer car il pourrait y laisser sa santé. La censure est généralement infantilisante. À de rares exceptions, une des caractéristiques de la censure est qu'elle se nie. Elle s'avoue aussi peu que l'évasion fiscale chez un évadé fiscal ou que le racisme chez un raciste. La censure, comme toute bonne infamie, avance masquée. Et la littérature, par son ancienneté, s'y est souvent cassé les dents et de façon tellement diverse qu'une histoire des grands ratés idéologiques de l'édition pourrait, finalement, servir d'histoire de la censure. Mais n'oublions pas, et c'est l'objet de cet article, que la censure est d'abord un fait social, avant d'être institutionnel. Là où il y a pouvoir de choisir, il y a pouvoir de censure. L'exemple d'un roman italien récemment traduit en français est un bon exemple de cette censure informelle. Publié en 1945, La Massaia de Paola Massino, sous-titré Naissance et mort de la fée du foyer, est l'histoire d'une jeune femme, de loin plus libre que l'Italie traditionnelle et figée qui l'entoure, qui décide du jour au lendemain de jouer à la fée du foyer après un beau mariage, autrement dit, de se conformer à l'idéal fasciste de la femme. Une lecture honnête permet d'y reconnaître un grand livre. Pourtant, en dehors de cercles lettrés en Italie, Paola Massino était très peu connue jusqu'à ce qu'en 2018, les éditions de La Martinière prennent l'excellente décision d'en publier une traduction en français. Peu à peu, comme un sachet de thé enfin plongé dans un grand bol d'eau chaude, la réputation de la Massaia va grandissante. C'est justice. Sans jamais connaître la censure au sens propre, l'œuvre l'a pourtant connue, et par deux fois. Déjà, il y a eu la censure personnelle d'une écrivaine qui, consciente que son roman ne pourra jamais paraître dans l'Italie fasciste, écrit pour son tiroir, entre guillemets. La première censure d'un écrivain est d'abord personnelle, qu'elle agisse en poussant son auteur à retirer lui-même des passages de son œuvre, ou, c'est le cas de Paola Massino, à écrire sans espoir de publication. Le deuxième est que le sujet de l'œuvre, le statut de la femme, et le fait que son auteur est une autrice, l'ont isolée d'un large lectorat. Ces attributs, rares en 1945, l'ont tenu à l'écart d'une critique sincère en faisant de la Massaia, entre guillemets, un livre de femmes sur les femmes, alors que c'est avant tout un très bon roman. Cette forme de censure est bien plus sournoise que la censure officielle. C'est celle que toute doxa exerce sur son monde en taisant ou déformant une œuvre, en donnant ou non écho à un produit culturel. C'est une censure qui n'est pas institutionnelle mais culturelle, c'est la censure molle et efficace de chacun. Les censures qu'opèrent nos esprits sont en général conformes à la classe sociale qui est la nôtre, notre milieu, notre lieu de vie, notre éducation. Pas besoin d'un ministère, pas besoin d'une bonne vieille Anastasie pour bousiller nos grandes œuvres. Si ces institutions existent, c'est du surplus. La censure, c'est bel et bien nous. Ou plutôt non, soyons justes, c'est d'abord ceux qui ont du pouvoir. Plus grand pouvoir, plus forte censure. Et c'est précisément pour cela qu'il n'est pas meilleur censeur qu'un éditeur. En choisissant quel ouvrage éditer, quel ouvrage ne pas éditer, et parce qu'il est un saint hermétique à son environnement idéologique, il la pratique fatalement. Le fait de se croire libre ne protège pas de la mauvaise foi. Rejeter Samuel Beckett, comme l'ont fait tant de misons avant minuit, ce n'est pas juste dire, entre guillemets, ce que fait cet auteur est trop bizarre pour trouver son public. C'est dire, entre guillemets, ce que cet auteur nous dit du monde, nous ne l'entendons pas. C'est pourquoi personne ne peut l'entendre. Certes, le critère esthétique existe, mais notre rapport intellectuel au monde veut que les questions idéologiques y sont tellement massives que ce critère agira avec aussi peu d'indépendance qu'un doigt par rapport à la main. Si tout le monde est censeur, où est le problème ? Il est qu'un éditeur porte sur ses épaules une telle responsabilité culturelle et historique, ce sont les textes qui traversent les siècles, pas les institutions, que ce fait de censure, chez lui, est coupable, très coupable. L'assumer, c'est être cynique. Le laisser agir ou le nier, c'est de la lâcheté. Et la lâcheté trouve toujours des raisons. C'est pourquoi il sera commode pour un éditeur sans audace de se dissimuler derrière des logiques marchandes, entre guillemets, ça ne se vendra jamais, entre guillemets, va obtenir un prix avec un truc pareil, pour ne pas publier un texte qu'il jugera trop étrange, indigne, ou plus simplement incompatible avec les idées et les mœurs qui l'environnent et qui sont, étonnamment, par ailleurs les siennes.
S'il n'existe plus chez nous de censure officielle, tant mieux, mais ce n'est qu'une pièce du joug en moins pour la littérature. Puissent donc les censures personnelles des éditeurs, pour peu qu'elles soient nommées, non pas disparaître, c'est impossible, mais dès lors démasquer, faiblir un peu dans ce domaine si important pour l'histoire qu'est l'édition.